Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Et notre invité en première partie d'émission est Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains. Alors que son parti a joué un rôle clé dans le débat sur la réforme des retraites, quid de l'avenir et les jeunes dans tout ça? Quel est leur engagement? On en parle avec lui sur ce plateau dans quelques minutes. Deuxième partie d'émission, focus sur un crayon original qui, une fois fini, se plante pour devenir une fleur ou une herbe aromatique. On vous expliquera tout. Enfin, dans sa chronique, Loïc Landreau s'intéressera à un incontournable des cours de récréation, les billes. Saviez-vous qu'avant, on enseignait même comment jouer aux billes aux enfants? Avant cela, on retrouve Loïc Landreau pour faire un point sur l'actualité éducation du jour. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et vous vouliez commencer par nous parler d'une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux ce week-end. Pap Ndiaye médusé face au réalisateur Dominique Moll. Eh oui, la vidéo a été révélée samedi et Pap Ndiaye s'est rapidement retrouvé en top tweet France. Mais en fait, elle a été enregistrée le 7 avril dernier au Grand Auditorium de la Sorbonne. Ce jour-là, le réalisateur Dominique Moll reçoit le César des lycéens pour le film La Nuit du 12, qui a d'ailleurs remporté en tout 7 récompenses. Et lorsque vient le temps de sa prise de parole, il dit ça. Je tiens aussi, et pardonnez-moi, là je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons. Pap Ndiaye qui ne pouvait qu'écouter sans réagir sous les hurrahs de la foule, on l'entend bien. Il n'a pas dû donc passer un très très bon moment et effectivement la vidéo a vite été très très virale ce week-end. Et il n'a sûrement pas dû apprécier non plus les critiques de François Bayrou au sujet de l'organisation du baccalauréat. C'était ce matin sur France Info. Oui, le président du MoDem, ancien enseignant lui-même et ancien ministre de l'Éducation, a affirmé que la réforme de 2019 avait ajouté de la complexité au parcours scolaire des élèves et l'idée qu'il se faisait des études secondaires. Pour lui, les prochains gouvernements devront forcément se repencher sur le sujet. Je suis persuadé qu'un jour cette question se reposera et devra être reposée, ne serait-ce comme vous le dites, parce qu'il y a des chaises vides dans les classes et parce que, on me dit en tout cas que la philo n'a plus d'importance ou n'a plus l'importance qu'elle devrait avoir, cette discipline qui consiste autant que possible à apprendre à penser. L'équilibre des 3 années d'enseignement secondaire, d'enseignement du lycée, n'est pas satisfaisant aujourd'hui. De même que Parcoursup ne me paraît pas totalement satisfaisant, mais peut-être, comme vous le dites, ce sont des nostalgies de ministre de l'Éducation nationale. C'était donc François Bayrou sur France Info ce matin. Un mot sur l'organisation des collèges maintenant, avec la suppression validée de l'enseignement technologique. 2 arrêtés modificatifs sur le sujet ont été publiés le 13 avril dernier au journal officiel. L'enseignement technologique a donc été définitivement supprimé pour toutes les classes de 6e et ce, malgré l'avis défavorable du Conseil supérieur de l'éducation qui avait voté à 59 voix contre, 0 pour et 3 abstentions. C'était le 24 mars dernier. Le SNES FSU dénonce le manque de dialogue sur cette réorganisation qui prendra effet à la rentrée 2023 et souligne également que cet avis négatif, unanime, n'a pas été suivi d'effet. Le syndicat demande également à ses membres de rester attentifs à l'utilisation de ces heures de technologie supprimées qui pourraient être transformées en heures d'aide aux devoirs. Et dans ce contexte de tension globale autour de l'éducation, des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis se mobilisent régulièrement pour alerter les pouvoirs publics. Et ils font même la une du Parisien, l'édition départementale du quotidien aujourd'hui. À Noisy-le-Sec, par exemple, des parents ont lancé une pétition pour dénoncer les non-remplacements des professeurs absents. Il y a quelques jours, des dizaines d'autres venus de l'île Saint-Denis et de Saint-Ouen ont manifesté devant les locaux de la direction académique de Bobigny pour réclamer le maintien des enseignants à leur poste. À Pantin, les habitants sont mobilisés contre la fermeture d'une classe à la rentrée 2023, alors même que la population de la ville augmente régulièrement.
Même chose à Villetaneuse, où les parents se battent contre la suppression d'une classe de 6e à la rentrée. Bref, vous l'avez compris, ils ne se laissent plus faire et il faut entendre leur voix. Nos confrères du Parisien précisent néanmoins que de son côté, la direction des services départementaux de l'éducation nationale affirme avoir créé 1500 postes en Seine-Saint-Denis ces 5 dernières années dans le cadre de classes dédoublées. Et pour terminer, vous vouliez revenir, Loïc, sur le thème de votre chronique jeudi dernier, à savoir les déclarations du chanteur Gims sur les pyramides, en fait, sur l'électricité grâce aux pyramides. Et oui, parce que j'ai suivi un petit peu toutes les réactions sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. Je me suis moi-même fait alpaguer sur Facebook par un homme qui croit dur comme fer, effectivement, que les pyramides sont des centrales électriques et que les Égyptiens, il y a 6000 ans, avaient l'électricité. Je me suis fait en gros traiter d'ignorant colonialiste, en gros. Il me précisait même que certains historiens sérieux s'accordaient sur cette histoire. Et ce matin, j'ai écouté une interview très intéressante sur France Inter dont je voulais vous partager un court extrait, puisque les enseignants qui nous regardent ont forcément affaire au quotidien ou presque, au complotisme, au conspirationnisme, parfois au révisionnisme. On va écouter Rudi Reichstadt, qui est le directeur de Conspiracy Watch. Il était l'invité de Sonia De Villers et il a notamment dénoncé la mise en scène des débats autour de ces questions. Je ne crois pas du tout que le complotisme, ce soit un problème de déficience intellectuelle. C'est pas vrai. C'est des gens très intelligents qui versent et qui se vautrent dans le complotisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout un problème de fragilité, éventuellement de fragilité psychologique, et de paresse, faiblesse. Exactement, de paresse intellectuelle. C'est différent. C'est le Colisée, si vous voulez. C'est le combat de gladiateurs. On vous lâche là, comme ça, et puis c'est à qui sera le plus convaincant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la vérité d'une proposition et le fait qu'elle soit convaincante. Si vous êtes un meilleur sophiste, un meilleur rhéteur, eh bien vous l'emporterez. C'est vieux comme Socrate, comme débat, si vous voulez. Bon. D'où la difficulté, évidemment, de combattre les thèses de Gims, lui qui est très très bon orateur, qui a une fanbase incroyable et que beaucoup de jeunes, évidemment, croient sur parole parce qu'il est connu. Merci beaucoup, Loïc. On fera tomber le gouvernement quand on sera prêt. Les mots du président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, sont forts. Il est notre invité dans le Grand JT. Guilhem Carayon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir dans le Grand JT d'éducation. Vous êtes président des Jeunes Républicains, porte-parole LR. En tant que président des Jeunes Républicains, vous avez forcément regardé avec attention lors de la présidentielle, des législatives et évidemment lors de ces débats sur la réforme des retraites, l'engagement des jeunes. Il était manifeste. Qu'en avez-vous pensé ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans la mobilisation sociale contre cette réforme des retraites. Peut-être parce que le président de la République qui la met en œuvre est extrêmement impopulaire et il est notamment impopulaire dans la jeunesse. Et on l'a vu dans les enquêtes d'opinion qui détaillaient les résultats de la dernière élection présidentielle. En réalité, les jeunes votent majoritairement dans notre pays pour Jean-Luc Mélenchon et pour Marine Le Pen. Ceux qui votent, parce qu'ils sont trop peu à voter. Exactement. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait les élections départementales et régionales. Il y avait seulement 10% des jeunes qui étaient allés voter. Donc ça vous montre à quel point il y a une forme de déconnexion des jeunes pour la vie politique partisane. Moi, je crois que les jeunes sont vraiment engagés, ont envie de s'engager en politique, sont intéressés par la chose publique. On l'a vu pendant les manifestations, au moment des manifestations pour le climat. Il y avait énormément de jeunes qui étaient dans la rue, mais je crois que de manière générale, les jeunes sont dégoûtés de voir le fonctionnement de la politique, sont dégoûtés en fait du rôle des partis. Ils ont l'impression que les partis politiques produisent plus d'idées, que les partis politiques aujourd'hui sont uniquement des machines pour faire monter des opportunistes, des carriéristes. Et c'est ça qui crée ce rejet en fait des jeunes pour le milieu politique. Moi je me bats dans mon parti pour faire en sorte qu'on arrive un peu à transformer la vie politique, pour faire émerger de jeunes talents, de nouvelles têtes, et puis pour montrer que les partis politiques sont encore capables d'apporter quelque chose au pays, c'est-à-dire de produire des idées pour transformer la vie des gens. Alors il y a plusieurs des choses dans ce que vous avez dit qui sont évidemment fort intéressantes. La première chose, pour rebondir sur ma première question, on les voit engagés, ces jeunes-là, mais on ne les voyait pas forcément politisés. Est-ce que c'est un vrai tournant qui s'opère, justement, cette réforme des retraites, l'engagement des jeunes, on les voit dans la rue tous les jours, ils sont là, ce sont surtout eux qu'on entend. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai tournant en termes d'engagement de la jeunesse ? Je crois qu'on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Il n'y a pas 90% des jeunes de notre pays, 18 à 30 ans, qui sont dans la rue contre la réforme des retraites. En réalité, il y a aussi une forme de désintérêt pour cette réforme-là, pour la politique de manière générale. Et puis, il y a des jeunes qui pensent uniquement à se former, à aller à l'université quand ils sont dans l'enseignement supérieur, qui veulent simplement trouver un boulot, trouver un job.
et pouvoir vivre dignement. Et ça, je crois que c'est la majorité silencieuse, en fait, des jeunes qui se comportent de cette façon-là, qui ne cassent pas. On a vu qu'il y avait aussi des jeunes qui bloquaient les universités. Moi, je crois que le rôle d'un jeune, c'est aussi évidemment d'apporter ses idées quand il en a et de s'engager en politique, mais c'est pas, en l'occurrence, d'aller casser et de participer à des mouvements qui font pas du bien à la politique, en quelque sorte. Moi, je pense que le mouvement social part d'une forme d'exaspération envers ce que diffuse le monde politique aujourd'hui, envers ce qu'est le monde politique. Et il ne faut pas aujourd'hui penser qu'il y a une seule jeunesse qui est dans la rue et qui bloque. C'est pas. Mais cette exaspération dont vous parlez, vous venez de dire juste avant, ils sont dégoûtés de la politique. Ouais. Est-ce que vous ne vous sentez pas aussi, même si vous êtes tout jeune, engagé politiquement, est-ce que vous ne vous sentez pas une responsabilité au sein des LR, justement, de ce dégoût de la jeunesse pour la politique ? Moi, justement, je me suis engagé dans un parti qui est un vieux parti, qui a une histoire, qui est un parti dit de gouvernement. Je n'aime pas tellement cette expression. Vieux parti parce que vous pensez au RPR, en fait, de l'époque. Exactement. Et moi, je crois que ce parti-là, si parfois il a été miné par des politiques qui, de l'intérieur, ont dégradé son image, aujourd'hui, il faut le changer. Et je pense que le rôle des partis de gouvernement, le rôle des partis, que ce soit de droite républicaine ou de gauche républicaine, c'est de montrer qu'on est encore capable de changer la vie des gens. Et en fait, le sentiment qu'ont beaucoup de jeunes de notre pays, c'est que depuis 40 ans, il y a des politiques de droite, de gauche, même du centre, un peu des deux. C'était le cas d'Emmanuel Macron qui est arrivé à la tête du pays en 2017, et qui finalement ont fait les bons constats souvent, de la forme de déclassement dans le pays, les salaires qui n'augmentent pas, l'inflation qui augmente, elle, assez largement, déclassement sécuritaire, presque civilisationnel, déclassement dans tous les services publics, on en parlera à l'école notamment. Et ces politiques-là donnent l'impression de ne pas avoir réglé les problèmes qui existent dans le pays depuis des décennies, depuis 40 ans. Donc moi, je rentre dans un parti qui a une histoire, qui a échoué sur certains sujets, qui a réussi à mener d'autres réformes, et j'ai envie que ce parti-là soit même demain de vraiment offrir cette espérance de changer la vie des gens. Et c'est à ça que sert un parti politique, selon moi. Mais alors, en termes de dialogue, de communication, un parti qui pourrait faire changer les choses, lorsque son nouveau président des LR, Éric Ciotti, va en faveur de Macron finalement pour pouvoir faire adopter cette réforme des retraites, est-ce que du coup les lignes ne sont pas un peu biaisées, la lecture n'est pas biaisée pour tous ceux justement qui s'engagent en politique ? La réalité, c'est que cette réforme des retraites, nous on la souhaite depuis toujours. On pense que la réforme des retraites, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a un déficit de notre système de retraite qui a été évalué par le Conseil d'orientation des retraites à 13 milliards d'ici 2030. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution démographique qui est très simple. Il y a une augmentation de l'espérance de vie et dans le même temps, il y a de moins en moins d'actifs parce que les jeunes arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail. Et donc, on doit travailler un petit peu plus. Nous, ce qu'on dit, c'est que si les politiques demandent des efforts aux Français pour travailler plus, 2 ans en l'occurrence, il faut qu'il y ait une contrepartie, et la contrepartie, c'est la justice sociale, c'est-à-dire la prise en compte des carrières longues. Ceux qui ont commencé tôt à travailler, ils doivent pouvoir partir tôt à la retraite. Et puis, c'est la question de la pénibilité. Quand vous avez un métier qui est difficile, un travail manuel notamment, c'est pas forcément aussi simple que quand vous travaillez dans un bureau. Moi, c'est ce que je fais, je le sais. Quand on travaille dans un bureau, on peut partir à la retraite plus tard. Quand on a commencé son travail à 24, 25 ans, on doit partir, je pense, à 66, 67 ans. En revanche, quand on a commencé tôt, on doit pouvoir partir tôt à la retraite. Si effectivement les LR avaient voté la motion de censure après l'application du 49.3, la réforme aurait pu peut-être ne pas passer, on le sait. Est-ce que pour vous, en tant que jeune républicain, donc président des jeunes républicains, Emmanuel Macron finalement a répondu à vos attentes, à vos questions concernant cette réforme de retraite ? La réalité, c'est que sur la forme, sur la façon d'organiser le débat parlementaire, sur la façon d'organiser le débat public dans notre pays depuis 6 ans, en réalité, Emmanuel Macron, je crois, n'est pas un bon président. La réalité, c'est que là... Mais c'est la forme qui prime ou c'est le fond ? C'est les deux. Sur le fond, nous, on a essayé de faire avancer nos arguments, c'est-à-dire la question des carrières longues, la question de la pénibilité, la question des retraites des femmes. Les femmes, en moyenne, ont une retraite qui est 30% inférieure à celle des hommes. Donc nous, on s'est battu pour qu'il y ait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la justice sociale qui soit incorporée dans ce texte-là. Mais c'est vrai que sur le fond, il manque encore quelque chose, il manque encore quelques éléments. Qu'est-ce qui manque ? Sur les femmes, typiquement, toutes les avancées qu'on a proposées n'ont pas été retenues. Sur les carrières longues, tout n'a pas été retenu également. Et puis, je reviens à cette question de la forme parce qu'elle est importante. Oui. Les Français ont eu le sentiment que le débat parlementaire avait été empêché. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vote sur cette réforme. Il y a eu seulement une motion de censure et qui a été rejetée à quelques voix près. Il y a 9 voix près, en l'occurrence. Donc moi, je pense que le président
à force de vouloir empêcher même le dialogue social, les partenaires syndicaux qui ont une représentativité, qui représentent les travailleurs, n'ont pas été consultés. Le président de la République ne les a même pas reçus à l'Élysée. Ça, c'est une forme de mépris et qui exaspère encore une fois les gens. Est-ce que vous, en tant que jeune républicain, et est-ce que les républicains, et bien sûr Éric Ciotti, vous ont évidemment reçu, je parle par rapport au gouvernement, et Éric Ciotti, est-ce qu'il vous a raconté ces discussions avec le président ? Bon, je suis pas trier de conversations privées, mais il a mené un bras de fer avec les deux autres présidents des groupes parlementaires de LR, qui s'appellent Olivier Marleix à l'Assemblée nationale et Bruno Retailleau au Sénat. Oui. Et le but, c'était, on est arrivé en fait avec une forme de catalogue, avec des mesures qu'on défend depuis des années et qu'on a voulu défendre un peu en cohérence par rapport à notre engagement et en responsabilité, parce qu'on pense que le système aujourd'hui est un peu à bout de souffle sur les retraites. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité il y a 50 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Donc nous, on pense au fond que cette réforme elle est nécessaire, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Et je crois que le président a aussi pas été visionnaire dans sa façon d'amener la réforme des retraites, dans le sens où il l'a organisée juste après l'élection présidentielle, dans une situation de crise sociale qui est assez épouvantable pour les gens, une augmentation de tous les prix. L'inflation aujourd'hui, elle est à 20%. Est-ce que c'est le moment d'envoyer ce symbole-là aux Français, de leur dire vous allez travailler 2 ans de plus maintenant ? Moi, je crois que le président aurait dû mener cette réforme-là dès 2017, quand il a été élu la première fois. Il ne l'a pas fait parce qu'il estimait à ce moment-là qu'elle n'était pas nécessaire. C'est lui qui a évolué. Encore une fois, on est un peu dans ce en même temps qui s'applique sur à peu près tous les sujets. Peut-être qu'on en reparlera sur l'éducation nationale. Et pourtant, il a été réélu sur cela, en fait, sur cette réforme-là. Le vice-président des Républicains, Julien Aubert, appelle à organiser un référendum justement sur les retraites. Vous partagez sa proposition ? Non, je crois que cette réforme-là, elle est passée. Le Conseil constitutionnel l'a validée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Simplement, nous, ce qu'on regrette, c'est que la façon dont le président de la République organise le débat dans le pays ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Moi, je pense que ce président ne sera pas capable de résoudre les défis qui s'offrent à lui sur les questions de sécurité, sur les questions, le rapport des Français à l'identité nationale, sur cette forme en fait de déclassement généralisé. Il y a un déclassement économique, industriel, sécuritaire, il y a une crise de tous les services publics et le président semble impuissant. Et c'est parce qu'il n'y a pas de cap, parce qu'il n'y a pas d'horizon, que nous, on ne fait pas confiance à ce président de la République. Alors justement, un cap, un horizon, parlons-en au sein des LR. On a beaucoup reproché à votre parti ces divisions internes, en fonction beaucoup de ces têtes d'affiche, un positionnement pas forcément clair, et puis une position trop centriste peut-être pour certains avec Valérie Pécresse, peut-être trop à droite pour Éric Ciotti. En tout cas, maintenant, il est à la tête des LR. C'est quoi ? C'est une droite décomplexée aujourd'hui ? C'est une droite très affirmée ? Ouais, comment la qualifier ? Le mot est assez juste, décomplexée. Une droite forte, qui ne se renie pas, qui ne tombe pas dans le politiquement correct. Il y a des vérités à dire parfois qui sont difficiles à dire et qui ont été longtemps tabous dans notre pays, notamment sur l'immigration. Pendant des années, on a refusé qu'il y ait un débat sur ces questions-là. Toute la bien-pensance, tous les médias étaient sur la ligne suivante, l'immigration est une chance. Aujourd'hui, on le voit dans les enquêtes d'opinion, il y a une majorité de Français, entre 65 et 70%, qui pensent que l'immigration pose des problèmes. Parce qu'une immigration massive, avec les capacités d'intégration qui sont les nôtres aujourd'hui dans le pays, ça produit parfois du communautarisme et ça mène souvent à la violence. Parfois, vous avez dit le mot. Parce que pour vous, parfois, c'est plus d'immigration du tout, ou il faut pouvoir la réguler différemment ? Non, l'immigration zéro, c'est un slogan. En revanche, nous, ce qu'on dit, et il faut, je pense, revenir à la phrase qui était celle du général de Gaulle. Il disait on peut assimiler des individus, on n'assimile pas des peuples. Et quand vous avez 325 000 entrées légales en 2022, c'est le record de toute l'histoire de la République. Le précédent record, il était déjà dans les mains du président de la République. C'était en 2019. On a une immigration qui est aujourd'hui trop massive. Et je pense qu'on n'a pas les capacités pour intégrer ça. La gauche qui défend cette immigration, cette politique d'immigration, en réalité, moi, je la trouve assez hypocrite parce qu'on accueille des gens dans des conditions qui sont déplorables. Accueillir des gens pour qu'ils vivent sous les ponts porte de la Chapelle, c'est pas ma conception de l'humanisme. 40 députés ont sauvé de justesse Emmanuel Macron lors du vote de la motion de censure. On venait de le dire. Il se murmure que la majorité aimerait faire une alliance avec ces députés-là. Est-ce que votre parti est en train de se faire manger par Emmanuel Macron ? Ils n'ont pas sauvé le président de la République. C'est pas 40 députés qui ont sauvé Macron. Si on est chez LR, alors même que l'état de LR, ça vous a pas échappé, est assez difficile, c'est pas pour rejoindre la Macronie. Nous, si on est encore là, c'est parce qu'on a des différences de fond avec ce président.
c'est pas des différences de degrés. C'est pas on est un petit peu plus à droite. C'est une vraie différence de fond. On n'a pas la même conception de la nation. On n'a pas la même conception du débat public. On n'a pas la même conception sur plein de thèmes. Sur la question de la sécurité, typiquement, Emmanuel Macron, c'est le président qui a mis à la fois Gérald Darmanin, qui vient de chez nous, qui essaye d'exprimer une forme de fermeté, de sévérité à l'égard de la délinquance et de la criminalité. Et à côté, on a Éric Dupond-Moretti, qui vient de la gauche, qui vient de la société civile, mais qui a une idéologie qui est très laxiste selon nous, et qui veut vider les prisons, qui considère que la prison c'est l'école du crime. C'est pas la même vision que nous. Et donc en fait, à force de faire du en même temps, avec deux visions qui sont complètement antagonistes de la société, mais on va nulle part. Il n'y a aucune réforme, et les gens sont insatisfaits. Les gens insatisfaits, est-ce que c'est ce qui a nourri vous, très jeune étudiant, finalement, votre engagement en politique? Est-ce que, quand vous étiez au collège ou au lycée, vous regardiez les grands débats politiques et vous avez dit il faut que ça change? Oui, moi je me suis engagé d'abord à l'université, dans un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI. J'étais arrivé à Paris et j'étais étonné de voir que ma faculté, la Sorbonne, était bloquée par quelques poignées d'étudiants. Ils étaient 40, 50 et ils empêchaient les 42 000 étudiants de l'université d'aller étudier. Et je ne trouvais pas ça normal parce que pour moi l'université ça se bloque pas, c'est pas comme un lieu de travail, c'est-à-dire qu'on est là et on a cette chance d'étudier pour se former, pour avoir un métier, pour pouvoir vivre dignement plus tard. Et ces étudiants-là, qui étaient souvent des étudiants qui vivaient dans les beaux quartiers parisiens, ils empêchaient la majorité, encore une fois silencieuse, d'aller étudier. Et moi, pour vous raconter une anecdote un peu personnelle, j'avais pas mal d'amis qui, comme la majorité des étudiants, travaillaient l'été pour financer leurs études. Et les blocages de l'université avaient repoussé la fin de l'année universitaire. Leur job étudiant, ils n'avaient pas pu le faire et ils n'étaient pas retournés à la faculté l'année d'après. Et j'avais trouvé ça injuste que ce soit les étudiants les plus méritants, ceux en situation de précarité, ceux qui allaient faire la queue aux distributions alimentaires, qui soient empêchés par des étudiants qui vivent dans le 5e arrondissement de Paris et qui essayent de jouer à la révolution permanente alors qu'en réalité, ils vivent très bien eux. Je trouvais ça un peu hypocrite de leur part. Comment avez-vous jugé alors les blocages des universités qui ont été demandés il y a quelques semaines? Je considère que ce n'est pas le rôle des étudiants d'aller bloquer les universités. Ils peuvent s'engager dans un parti politique, ils peuvent voter aux élections, parce que pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ils n'ont pas voté. Moi je pense qu'une des solutions de régler les problèmes qu'il y a dans le pays, c'est d'aller apporter son bulletin de vote. Quel qu'il soit ? Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Moi, je respecte toutes les idées. Simplement, je pense qu'elles doivent s'exprimer dans le respect de chacun et pas dans la violence, pas dans la censure. Deuxième anecdote, à l'université, dans mon université, je me souviens que des conférences avaient été annulées sous la pression d'associations d'extrême gauche. C'était le cas, par exemple, pour une conférence de Mohamed Sifawi. Il devait animer un séminaire sur la prévention à la radicalisation islamiste. On était dans le contexte des attentats qui avaient touché Paris notamment. Et il a été interdit de parole parce que son discours était considéré par certaines assos comme islamophobe. Ça tombe mal, il est musulman lui-même. Donc leur discours n'avait pas de fond, mais le fait est qu'ils sont parvenus à leur fin, c'est-à-dire à la censure d'une parole qui a le droit de s'exprimer à l'université comme partout. Deuxième exemple, à Lille, François Hollande, qui n'est pas le président le plus fasciste qu'ait eu l'histoire de France, il était socialiste. Lui-même, il a été interdit de parole par l'extrême gauche, qui au fond accepte pas le débat. C'est des gens qui sont extrêmement sectaires, qui ont envie de discuter, de débattre uniquement avec des gens qui pensent comme eux. Et moi, je pense que c'est pas l'esprit républicain, c'est pas l'esprit français. L'esprit français, c'est de pouvoir débattre avec tout le monde, peu importe ses idées, peu importe ses convictions, pourvu qu'elles respectent la loi. Alors justement, on a parlé de vous dernièrement, car vous avez fait la une du journal L'Incorrect, aux côtés de vos homologues de Reconquête, Stanislas Rigaud, et du Rassemblement National Jeunesse, enfin pour les jeunes, Pierre-Romain Thionnet. Et ça a été vraiment, ce qu'on peut dire, un tollé jusque dans votre propre camp, puisque, on a eu un clash de François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, que je vais citer. Inadmissible de mettre en avant des points communs avec les partis d'extrême droite, sans parler de ce qui nous différencie d'abord fondamentalement. Ces propos amènent une confusion funeste. Je demande à Éric Ciotti de démettre Guilhem Carayon. Ce à quoi vous répondez, et je vous ferai évidemment réagir juste après. Sérieusement, on me reproche d'avoir accepté le principe d'un débat avec d'autres représentants de mouvements de jeunesse. Qui s'indigne quand on répond aux questions de Mediapart ou de Libération? Assez des censeurs donneurs de leçons. Quand je vous ai dit que l'extrême gauche était sectaire et refusait le débat, c'est parfois aussi le cas de certaines personnalités dans mon mouvement politique, chez LR. On a le droit de débattre avec tout le monde. Il y a une semaine,
Hugo Clément, ça a fait plus de bruit, a été au cœur d'une polémique qui est assez similaire. Il est allé débattre avec Jordan Bardella, qui est le patron du Rassemblement national, un débat organisé par Valeurs Actuelles, dont la ligne éditoriale, on la connaît, est bien à droite. Très à droite, oui. Mais Hugo Clément, il est allé débattre pour sensibiliser les gens qui étaient présents. J'étais présent à la question du dérèglement climatique, à la question du réchauffement climatique, qui est une question quand même centrale et qui touche particulièrement les jeunes, qui sont sensibles à cette question. Et il y a une partie de l'extrême gauche qui lui est tombée dessus en disant « Non, vous n'avez pas le droit d'aller débattre avec les fachos ». Ça veut dire quoi ? Il y a 42% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Ces gens-là, il ne faut plus leur parler ? L'argument, effectivement, de ces détracteurs, c'est de dire que si on donne la parole, effectivement, aux extrêmes, c'est une façon de les faire exister. Qu'en pensez-vous ? C'est eux qui sont extrémistes. Empêcher la parole de quelqu'un, si sa parole n'est pas empêchée par un juge, si sa parole ne va pas à l'encontre de la loi, c'est lui l'extrémiste. C'est la personne qui reproche à Hugo Clément d'être allé débattre, c'est la personne qui me reproche d'être allé débattre qui est extrémiste. Moi, je crois qu'on peut et qu'on doit discuter, dialoguer, débattre avec tout le monde. Et si François Durovray, si les journalistes qui ont fait des papiers dans la presse pour critiquer ma position avaient lu l'entretien dans l'Incorrect, ils auraient vu que je défends même pas l'Union des droites. Alors justement, parce que là on parle effectivement d'adversaires, donc de la NUPES contre le RN, mais là c'est au sein de votre propre parti. Je le disais en début d'échange, ce qui a un peu, non pas tué, mais en tout cas affaibli les Républicains, c'est justement les divergences au sein du parti. On espérait qu'avec la nomination d'Éric Ciotti, ce soit plus clair, en tout cas que la position soit enfin prise, et ça ne semble pas le cas aujourd'hui. Comment se fait-ce qu'il y a encore ce type de manifestations et de propos cinglants à votre rencontre, par exemple ? Bon, je vais pas juger de la petite phrase de François Durovray. Moi, je pense qu'elle est illégitime, qu'elle est injustifiée et qu'il joue le jeu des censeurs d'extrême gauche. En revanche, depuis l'arrivée à la tête des Républicains d'Éric Ciotti, pour moi, la ligne, elle a été clarifiée. Éric Ciotti, c'est pas un centriste, on le connaît. Il est pour que la droite soit affirmée, soit forte, soit décomplexée, tout ce qu'on veut. Et ceux qui l'entourent aujourd'hui dans son équipe dirigeante, ceux qui président les groupes parlementaires des Républicains, au Sénat Bruno Retailleau, Olivier Marleix, François-Xavier Bellamy au Parlement européen, Laurent Wauquiez qui sera sûrement notre candidat à l'élection présidentielle, ils sont quand même sur une ligne qui est assez proche. C'est une droite qui est forte. Et moi, cette droite-là, ça tombe bien parce que je la défends. Et je me bats dans les instances des Républicains pour qu'elle soit représentée. Et il se trouve qu'Éric Ciotti a été élu, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, on peut aller de l'avant. Simplement, il faut que tout le monde joue le jeu si on veut se donner une chance de reprendre le pouvoir dans 4 ans. On est une chaîne sur l'éducation, on n'aura pas le temps évidemment de reprendre toutes les propositions que vous avez pour notamment l'école, l'éducation de manière générale, mais peut-être une ou deux propositions phares des jeunes avec le LR. Alors déjà sur le constat, nous on pense qu'il y a un déclassement éducatif, on le voit à travers toutes les enquêtes, classement PISA où on perd des places chaque année, classement TIMSS qui a montré l'année dernière que les élèves français étaient les plus mauvais d'Europe en mathématiques, alors qu'on a longtemps été les meilleurs ou parmi les meilleurs. On était avant-dernier, peut-être pas plus mauvais, mais avant-dernier. Avant-dernier. Donc nous on pense qu'il y a une forme d'affaissement du niveau à l'école. Aujourd'hui il y a 2 dimensions pour nous. Il y a d'abord l'instruction, c'est-à-dire transmettre les valeurs fondamentales, transmettre les connaissances élémentaires, maîtrise du français, qui doit être parfaite quand on arrive en 6e, maîtrise des mathématiques. Ce qui est déjà proposé par Pape Ndiaye aujourd'hui, le ministre de l'Éducation. J'ai pas vraiment l'impression qu'aujourd'hui le niveau à l'école a augmenté, que le niveau des jeunes Français est au niveau des autres jeunes en Europe. Il faut le temps que les réformes soient appliquées, effectivement, du nouveau ministre de l'Éducation. J'ai pas forcément confiance en ce ministre-là, parce que lui-même, ses enfants sont même pas à l'école publique. Il parle toute la journée de l'excellence de l'école publique française. En réalité, les gens le perçoivent pas forcément comme lui. Et lui-même a mis ses enfants à l'école alsacienne, qui est le modèle par excellence à Paris de l'école la plus élitaire et prestigieuse. Donc moi, je pense qu'il y a une forme, encore une fois, d'hypocrisie, de paradoxe dans ces déclarations-là. S'il était vraiment certain que l'école publique française était une école d'excellence, il mettrait ses enfants à l'école publique. Mais je suis pas là pour simplement parler du ministre de l'Éducation nationale. Moi, je pense qu'à l'école aujourd'hui, il y a cette dimension qui est l'instruction, donc la transmission des connaissances élémentaires, et puis parce que ce ministère-là, il ne s'appelle pas l'instruction nationale, il s'appelle l'éducation nationale, ça nous montre bien qu'il y a un deuxième versant qui est la formation en réalité presque à la citoyenneté. Comment on devient des Français, comment on devient des républicains. Et ça se fait à travers l'éducation nationale. 3 heures de cours de MC par an, c'est suffisant ? L'éducation morale et civique ? Non, je ne le pense pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme à l'école
de rejet en fait pour beaucoup de jeunes de ces valeurs républicaines. Moi, j'avais été choqué il y a quelques années de voir un sondage qui montrait qu'il y avait 70% des jeunes élèves de confession musulmane qui mettaient les lois de la charia avant les lois de la République. Le problème, il est de notre côté. Ça veut dire que nous, le système français, le système républicain français, le système d'éducation nationale a été incapable de mettre les lois de la République au-dessus de tout. Et elle dépasse tout en France. Elle dépasse tout. Elle dépasse les lois de n'importe quelle religion. Je crois que le rôle aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est de transmettre à la fois des valeurs fortes, républicaines, des principes républicains, et en même temps de former les jeunes à pouvoir trouver un travail et s'émanciper pour vivre dignement. Plusieurs points, bien sûr, vous intéressent, mais un dernier, et puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble une autre fois. Dernier point, c'est sur le sport. Vous proposez en fait 1h30 de sport par jour pour les étudiants. Oui, ça paraît assez décalé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est vrai. Simplement, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. C'est possible et ça présente plusieurs bienfaits pour les jeunes. D'abord sur la santé physique, lutter contre l'obésité, lutter contre les addictions à la drogue, à l'alcool, qui se font de plus en plus jeunes maintenant, qui se développent de plus en plus jeunes. Et puis pour la santé psychologique. Et dernière chose, ça développe la concentration. En moyenne, selon les études qui sont faites régulièrement, les élèves sont concentrés à l'école sur les 8 heures de cours par jour pendant seulement 2 heures. Mais on n'arrive pas encore à faire le programme scolaire déjà en une année comme on va faire si on a 1h30 de sport par jour en plus. Tout le monde se souvient de ces années à l'école où on n'était pas forcément concentré pendant 8 heures de cours par jour. Si on arrive à développer la concentration pendant davantage d'heures, et ça passe aussi par le sport. Quand on a fait du sport, les études le montrent, on est plus concentré après l'école. Donc moi, je pense que ça permettra d'assimiler plus facilement les heures de cours. Et évidemment, il faut se focaliser sur le français et les mathématiques, c'est-à-dire la base, ce qui permet aujourd'hui ensuite de faire n'importe quel métier, parce que la maîtrise de la langue française, s'exprimer correctement, savoir compter, savoir écrire, c'est la base. Et puis après, on peut penser à autre chose. Mais pour ça, il faut avoir le corps en bonne santé et il faut avoir aussi les idées claires. Et je pense que le sport permet d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup Guilhem Carayon d'avoir été avec nous sur la chaîne School TV. Je rappelle que vous êtes président des Jeunes Républicains et porte-parole LR également. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes ravis avec Loïc Landreau d'accueillir Karine Araza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication chez Sprott World. Ça se dit bien comme ça, Sprott World. Que faites-vous de vos crayons de papier quand ils sont usés, qu'ils deviennent trop petits? Eh bien, si vous avez l'habitude de les jeter, no way, c'est terminé. Sachez que vous pourrez désormais les planter. Oui. Racontez-nous tout. Exactement. Donc, Sprott World, c'est une société qui a 10 ans et qui commercialise le premier crayon à planter, donc le premier crayon qui est vertueux, puisque à la fin de son utilisation, vous pouvez le planter et il se transforme soit en tournesol ou en autre fleur, parce qu'on a 10 spécificités. Et c'est un crayon qui a été créé par des étudiants du MIT de Boston. Et Michael Stolzbaum, le PDG de Sprott World, a racheté le brevet il y a 10 ans donc pour créer ce premier crayon à planter. Oui, c'est ça, j'ai vu. Ce sont 3 ingénieurs américains qui venaient de Boston, c'est à l'université de Boston. Et en fait, ils sont en pleine rédaction de leur exposé, si je puis dire. Exactement. Et ils se disent, mais comment faire pour que finalement ces petits crayons qu'on utilise tous les jours, on ne les jette pas, in fine dans la poubelle et qu'on en fasse quelque chose de vertueux. Exactement, parce que chaque année, c'est des millions de crayons, de stylos billes qui sont jetés, qui sont en plastique. C'est des plastiques qui vont aller dans les mers, qui vont aussi détruire la faune et la flore maritime. Et l'idée, c'était de se dire que cet objet du quotidien, finalement, qui se vend par milliards chaque année, on pouvait le transformer en quelque chose de vertueux et se reconnecter aussi à la nature et en faire quelque chose d'éco-responsable. Donc, ce crayon à papier a été le premier projet de Sprott World qui a été commercialisé. Aujourd'hui, je crois que c'est 55 millions de crayons qui ont été vendus dans 80 pays. Et donc voilà, c'est un beau projet. Génial, 55 millions de crayons. Alors, on détaille ensemble ce fameux crayon. Oui. Donc, l'engrais, ou en tout cas les petites graines
qui permettent de planter. Elle se situe ici, dans la capsule verte? Elle se situe ici, donc dans une capsule qui est en cellulose, donc qui est biodégradable. Donc en fait, une fois que vous allez planter votre crayon, l'eau, ça va détériorer cette capsule et donc les graines vont tomber dans la terre et donc vont pouvoir laisser germer les plantes. Ensuite, vous avez la partie ici qui est du bois. Et ensuite, du bois de cèdre, très exactement. Ouais. Et ensuite, vous avez la mine en graphite. Donc c'est vraiment un crayon qui est biodégradable. Il n'y a pas de plomb, évidemment, dans le graphite, ce qui pourrait être le cas dans beaucoup de crayons à papier, enfin de papier, je ne sais pas comment on dit. Oui, crayon à papier, ça marche aussi. Voilà, dans les deux cas. Dire crayon gris selon les régions, crayon à bois également. Alors donc du coup, on le plante évidemment comme ça. Est-ce qu'on le plante tout droit, on l'incline, on fait comment? Non, on l'incline un petit peu. Parce que sinon, s'il vous reste un petit peu de bois ici, la plante ne va pas pousser. Donc vous l'inclinez un petit peu, comme ça l'eau va désagréger la capsule, les graines vont tomber et ensuite, au bout de 10 à 15 jours, vous pouvez avoir votre première petite pousse dans la terre. Première petite pousse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc tournesol, j'ai entendu, mais qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre grâce à ce petit crayon de papier? On va avoir 10 spécificités de plantes et même d'arbres, puisqu'on va avoir le tournesol, on va avoir aussi des aromatiques comme le basilic, le thym, on va avoir tout ce qui est... Oui, moi j'ai basilic là, parce qu'en fait, on voit effectivement ce qui est indiqué Exactement. ici. Basil, ça veut dire basilic en anglais, j'y suis arrivée. Et sage. C'est la sauge. Et moi j'ai Daisy qui est la marguerite. Donc vous allez avoir des aromatiques, des fleurs. Vous allez aussi avoir des arbres puisque vous pouvez avoir votre sapin de Noël. On a l'édition sapin. Donc Par contre le sapin il germera en juin 2072 à peu près. Donc c'est pas Noël tout de suite non plus. Voilà. C'est le maintenant. Et là cet été, pour le printemps, on a des nouvelles graines puisque vous allez pouvoir planter votre concombre ou votre melon pour cet été. Concombre ou melon. Alors, évidemment, l'idée est géniale parce qu'on ne perd rien, mais surtout, c'est aussi une façon de parler de recyclage, d'écologie. Exactement, complètement. C'est une façon aussi de se dire que tous nos objets du quotidien peuvent se réutiliser, avoir une seconde vie aussi, en fait. C'était ça aussi le grand message de l'entreprise, c'est de se dire on peut donner une seconde vie à nos objets du quotidien. Et comment c'est accueilli alors dans les écoles françaises? Parce que les enfants, c'est super pédagogique pour eux, c'est utilitaire bien sûr, mais il y a plein de choses à leur raconter. Est-ce que ça marche en France? Est-ce qu'il y en a déjà qui l'utilisent? Alors oui, il y en a qui l'utilisent, sachant qu'en plus on a un kit pour les professeurs, on a un kit pour les enfants. Après, les écoles peuvent faire leurs commandes sur le site internet directement, puisqu'on a du coup une plateforme d'achat. Et donc oui, complètement, et puis c'est très bien accueilli parce que ça permet aussi de sensibiliser les enfants à l'environnement, à l'éco-responsabilité et à faire attention justement à leurs objets aussi du quotidien. On peut imaginer aussi un paquet de crayons de couleur, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'ai là. Un crayon de couleur. Ah voilà, c'est ça existe déjà. Je pensais lancer une idée, mais non. Il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur le délire. Vous avez les crayons à papier, les crayons de couleur, et puis il y a plein d'innovations qui sont en cours, puisqu'aujourd'hui aussi la marque a lancé sa gamme de crayons à maquillage. Et oui. Eyeliner, browliner. Vous me regardez parce que vous savez que ça va m'intéresser forcément. J'ai ramené le mien, du coup, mon eyeliner personnel. Celui que vous avez mis sur vos yeux là. Exactement. Très beau. Et donc en fait, c'est un eyeliner et pareil, tout est éco-responsable, non testé sur les animaux bien sûr. Et donc pareil, même principe. En fait, on le plante une fois qu'on l'a terminé. Et on sait que l'industrie de la cosmétique est très polluante, donc ça permet aussi de faire un premier pas, de sensibiliser aussi les revendeurs qu'on connaît tous. Et de se dire que voilà, il y a des premiers pas qui peuvent être faits aussi dans ces secteurs-là. Alors, quand je vois, Loïc, quand je vois les crayons de couleur, je vois donc coriandre, chia, thym, et après je vois carnation et surtout forget me not. Et alors là, je suis perdue, forget me not. C'est les pensées. Oui, les pensées. Bah oui, voilà. Les fleurs. Exactement. D'accord, mais voilà. Je me disais, c'est un message. C'était pour vous, peut-être. Mais oui, c'était pour vous. C'est cher combien? C'est cher combien? Alors, vous avez plusieurs packs. Là, le pack de 8, c'est 13,95 €. Ouais. Et sinon, vous avez le pack de 5 à 9,95 €. C'est assez... dans les prix de ce genre de crayons et puis voilà, c'est aussi une innovation, donc il y a aussi ça qui se travaille, la recherche, l'innovation et voilà. Alors évidemment, vous parliez de vous voulez c'est le forget me not de développement durable. Effectivement, le crayon Sprott a reçu le prix du produit le plus écologique du monde en 2013. Exactement.
Félicitations. Merci. C'était une belle promotion et une preuve justement que ce projet fonctionne et qui est vertueux pour la planète. Et oui, vertueux pour la planète, hyper malin. Oui. Mais vous testez pour voir si les couleurs sont les bonnes. Je regarde pour les couleurs, je regarde aussi la douceur du trait. Loïc dessine, 5 ans. Non, mais vous avez compris l'intelligence effectivement de ce crayon, de Sproutword. Donc on achète le crayon, on l'utilise comme on le souhaite évidemment, et à la fin, une fois qu'on l'a taillé jusqu'au bout, on se dit, parce qu'en fait on peut garder juste une toute petite partie du crayon, exactement. Et seule la capsule suffit. Exactement. Il suffit de le planter. Donc dans le sens inverse, on plante, on arrose, on met un petit peu au soleil. Oui, alors ça va dépendre de la fleur, mais après oui, sur un petit balcon, c'est toujours mieux que ça prenne la lumière naturelle. Et puis, comme je vous disais, au bout de 10-15 jours, vous avez vos premières pousses. Voilà, alors moi j'ai noté un tournesol. Le sapin de Noël sera un peu plus long, mais commencez maintenant. J'ai noté tournesol, œillet, marguerite, myosotis, tomate cerise, basilic, thym, on l'a vu, sauge, coriandre, chia, et donc les pensées. Exactement, et bientôt concombre et melon. Concombre et melon. Génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Karine Arraza, pour parler de Sproutword, donc ce fameux crayon magique, ce crayon hyper malin. C'est à vous, cher Loïc, c'est le moment de votre chronique. Loïc, cette semaine, vous voulez nous parler de l'origine des billes qui ont été les stars des cours de récré dans les années 90. Peut-être que toujours maintenant, finalement, parce que ça revient en force chez les enfants. Et de l'aveu même d'une vendeuse que j'ai rencontrée ce week-end. Je vous raconte ma life. Personne n'en a rien à faire, mais peu importe. Je vais dans un magasin de jouets et je vois des ballotins de billes. Donc je dis à la vendeuse, mais attendez, vous en vendez beaucoup quand même, parce que c'est un peu passé. Et elle me dit, mais détrompez-vous, cher monsieur, que nenni, on en vend de plus en plus. Effectivement, ça revient. D'ailleurs, mon fils m'en a demandé, donc j'ai dû... bref. Et ça m'a donné envie donc de vous en parler parce que les billes, figurez-vous, et ça j'étais extrêmement étonné, datent de l'Antiquité. Si tôt que ça. Et oui, effectivement. Alors beaucoup d'historiens pensent en fait que c'est le premier jeu de l'humanité parce que il suffit de prendre des pierres à peu près rondes et de s'inventer des jeux. Donc il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est un petit peu naturel. Néanmoins, concrètement, des archéologues ont retrouvé des billes en pierre et en argile dans des tombes égyptiennes qui datent de l'an 3500 avant Jésus-Christ. Il y avait l'électricité ou pas ? Il n'y avait pas l'électricité, ni dans les tombes, ni sur les papyrus, rien du tout. Okay. Et vraiment, de l'analyse de ces billes-là, ce sont vraiment des objets fabriqués et utilisés dans le cadre de jeux, que ce soit des jeux de hasard, de décoration. Il y a des papyrus, des hiéroglyphes qui en témoignent. Et puis, comme à l'époque, il y a des voyageurs, il y a des commerçants, on regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger et on rapporte tout ce qui marche bien. Donc, c'est comme ça qu'en Grèce, vers l'an 320 avant Jésus-Christ, on voit arriver aussi des jeux à base de billes ou en tout cas de boules. Là, ce sont surtout des osselets ou des olives qui sont utilisés, puisqu'en Grèce, évidemment, il y a beaucoup d'oliviers, donc on prend ce qu'on a sous la main. C'est un jeu qui s'appelle la Tropa, T-R-O-2-P-A, et le but est de lancer des olives le plus loin possible dans un trou qui est situé un petit peu plus loin. De leur côté, les Romains adaptent aussi. Ce jeu s'appelle le Nucibus Ludus et le principe est à peu près le même, mais avec des noix et des noisettes, figurez-vous. Et c'est à Rome, malgré tout, au 1er siècle avant notre ère, qu'apparaissent les premières billes en verre. Voilà, même si elles n'étaient pas tout à fait rondes, c'est là que ça commence. Et à quel moment se fixe le mot bille ? Alors, il y a plusieurs étymologies qui sont complémentaires et qui ont fusionné en fait au fil des siècles. La première, c'est le mot bilia, qui en gaulois veut dire arbre et qui désigner une pièce de bois assez massive destinée à être mise en planche, mais aussi un bâton ou un morceau d'acier carré. Et ensuite, il y a un mot utilisé par les Francs, donc d'origine germanique, qui est bikil, B-I-2-K-I-L, et qui, lui, désignait des osselets, des dés, des objets qui étaient utilisés par les enfants pour être jetés lors de jeux. Et c'est vers l'an 1164 à peu près qu'on commence à trouver la définition qu'on connaît aujourd'hui. Et on jouait aux billes au Moyen-Âge ? Alors oui, assurément, gente dame, partout dans les rues, les places publiques, dans les villes, dans les villages, qu'on soit enfant ou adulte d'ailleurs. Les adultes étaient très très chauds sur les billes à cette époque-là. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas un cinéma, pas un karaoké, rien. Il fallait bien trouver de quoi se divertir. Donc on jouait à ce qu'on pouvait. Et par exemple, à la gobille, c'est une bille en fait qui est faite en marbre ou en pierre dure. La règle était simple, on traçait un cercle par terre et les joueurs lançaient leur gobille en essayant de toucher celle des autres. Et dès qu'on la touchait, on l'a remporté. Voilà. Il y avait aussi un jeu qui s'appelait la bille dans le trou. Donc, comme son nom l'indique, il fallait mettre une bille dans... Le trou. Le trou, bravo, félicitations. Je suis. Oh oui, je vois que je ne dors pas encore. Je sais, avec l'âge, on pourrait penser que... Mais non, je tiens. Mettre la bille dans le trou, mais avec un petit morceau de bois.
en fait, on poussait la bille avec un morceau de bois. Donc, c'est genre un baseball miniaturisé, hein, en quelque sorte. Et celui qui réussissait à faire... Plutôt un poteur de golf, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est celui qui réussissait à faire tomber dans le trou, gagner la partie. Et c'est l'époque où les billes commencent à être vraiment travaillées. C'est là qu'on commence à voir le verre, la céramique, on ajoute des couleurs, et ça va continuer comme ça de se déployer dans toute l'Europe. Et est-ce qu'on sait à quel moment elles font leur apparition dans les cours d'école ? Au 19e siècle. 19e siècle, les enfants y jouent dans les rues, hein, c'est vraiment un jeu qui est ancré dans la culture. Et elles sont importées bien sûr dans les écoles. Et en 1880, on a des traces d'enseignement des billes dans les cours d'éducation physique, ce qu'on appelle aujourd'hui le PS, le sport. Dans certaines écoles, beaucoup d'enseignants avaient compris que pour intéresser les enfants, il fallait aller vers un jeu qu'ils connaissaient parfaitement. Et donc, ils ont choisi d'enseigner le jeu de billes parce que ça permet de capter l'attention d'abord, mais aussi de travailler la motricité fine. Et ça, c'est très important parce qu'il faut faire pouf, comme ça, vous savez, c'est comme ça qu'on... J'adore son regard, oui, mon beau garçon. Donc, motricité fine, coordination et concentration, bien évidemment. Et il y a même certains pédagogues de la fin du 19e, début 20e, qui ont encouragé la pratique des billes comme un outil de socialisation, de solidarité et d'esprit d'équipe chez les enfants, parce que c'est vrai que ça se joue en un contre un, mais ça peut aussi se jouer en équipe. Et donc, petit à petit, les billes commencent à se déployer, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Italie. Bien sûr, chaque pays adapte ses propres règles, chaque enfant même invente ses propres règles. Mais voilà, en quelques minutes, d'où viennent les billes et pourquoi, encore aujourd'hui, en 2023, elles sont toujours aussi célèbres dans les cours d'école. Merci Loïc, merci pour ces informations. Toujours intéressant de comprendre un peu l'histoire, notamment de ce jeu de billes. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et son invité. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, le Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Malika. Alors, t'es humoriste, t'es ventriloque. Le grand public t'a découverte sur La France a un incroyable talent. C'était en 2019. Oui. Une exposition médiatique hyper importante. Après, t'as assuré la première partie d'Éric Antoine, Alec Lutz, Chantal Latsou, Anne Romanoff. Et puis... ton premier spectacle à partir de 2021, oui. Mainmise. C'est ça. Un spectacle que tu as joué du 1er avril au 28 mai à Nouvelle-Scène. C'est ça. Enfin, que tu vas jouer. Oui, que tu es en train de jouer. Que je suis en train de jouer. Et tu vas être en tournée après dans toute la France. C'est ça. Ça fait 2 ans qu'on est en tournée partout. Et tu seras cet été à Avignon. Oui, c'est ça, au Festival d'Avignon. Tout se passe bien. C'est chouette. On travaille bien, c'est bien. On travaille beaucoup. On va arrêter de se projeter dans le futur, on va faire un petit flashback, si tu veux bien. Bon, pour commencer, où est-ce que tu es née ? Alors, je suis née au Chesnay. Dans les Yvelines. Voilà, dans les Yvelines. Ah non, attends, je suis pas née, j'ai grandi, mais je suis née à Paris, moi. Je suis née à Paris 12 et après j'ai grandi au Chesnay. Très rapidement ? Oui. Toute ton enfance là-bas ? Voilà, c'est ça. C'était comment d'ailleurs, comme enfance ? Alors moi, j'ai eu une enfance vraiment plutôt joyeuse dans les premières... Enfin, tout court, hein, jusqu'à l'adolescence, mais très joyeuse avec des parents musiciens. Du coup, toute mon enfance est très teintée de tournées, de loges, de coulisses, d'opéra, de voyages. Voilà. Donc moi, j'ai au début pas été énormément à l'école parce que j'étais tout le temps avec mes parents en fait à les suivre. T'autorisais à sécher ? Bah, ils n'avaient pas le choix en fait. Ils trimballaient leurs gosses partout et donc moi j'ai grandi dans cette espèce de micro-société que est la vie d'orchestre ou d'opéra par exemple. Donc j'ai une enfance un peu singulière, je crois. Quand je vois par rapport à... Mais ça posait pas de problème avec les professeurs Bon, j'étais épanouie, j'étais contente. Bon, après, au collège, c'était plus compliqué parce que je suis arrivée, je savais pas lire l'heure, plus petit, plus grand qu'eux, j'ai jamais compris. Enfin, en plus, j'étais plutôt dyslexique, on le savait pas trop à l'époque, mais du coup, au début, l'école était un peu... Du coup, t'étais quel genre d'élève, bon élève ? Très discrète. Moi, je vivais que pour mes passions à côté, donc l'école, c'était un peu... C'était quoi les passions à côté ? Bah, c'était la musique, le théâtre, les animaux, le cheval, le dessin. J'avais tout le temps plein de trucs et mes parents me mettaient pas trop la pression à l'école. Fallait juste que l'insolence, ça les agaçait. Ouais. Mais ils voulaient que tu sois bien élevé. Même pas. Enfin, juste épanoui. Enfin, mes parents, ça, j'ai vraiment de la chance, c'est que j'ai grandi avec des parents. La passion, c'est le plus important dans la vie, quoi. Mais du coup, tu as su très tôt quelles étaient tes passions. Bah, j'ai été arrosée par des parents qui ne jurent que par ça. Donc, j'ai été très nourrie par la vie de tournée artistique. J'allais au théâtre tout le temps.
Donc ça n'a même pas été un doute pour moi que c'était pas une voie professionnelle. Tu dirais à quel âge ? Ah mais en fait, je me sens même pas originale dans le truc, dans le sens où je suis tellement le milieu dans lequel j'ai grandi que je crois que j'ai toujours voulu... C'est comme si tu t'étais jamais posé la question en fait. Bah c'est ça. Et en même temps, j'ai une telle sensation d'évidence à chaque fois que je suis sur scène, à chaque fois que je joue un personnage et tout, que je crois que j'ai jamais... douter. Je me suis mise à douter une fois que c'était vraiment mon métier. Mais jusque-là, j'ai Avant, jamais tu savais douté. que c'était là où tu devais. Ah ouais, ça me... Même toute ma vie qui se passe aujourd'hui, c'est hyper bizarre parce que ça se dit pas beaucoup, mais j'ai toujours comme su qu'un jour ça allait arriver. Alors je savais pas du tout si ça allait être dans le théâtre, le cinéma. La ventriloquie, j'avais pas vu le truc venir. Ça, quand même, j'avoue, j'avais pas vu venir. Mais je me suis préparée toute mon enfance à ça, en fait. Quand je faisais mes gammes de piano hyper jeune... Et c'est pas marrant quand on est enfant de faire les gammes. Je me disais, mais accroche-toi parce qu'un jour sur scène, tu devras faire ça. Il faudra qu'avec le trac, avec les gens, il faut que tu sois capable de faire ça. Donc vas-y, vas-y. J'étais déjà en train de te dire tout. Oui, j'étais un peu... voilà. Tous mes efforts, je savais que ça allait me servir à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est vrai. Il y avait déjà 2 personnes. Ah, on était plein. J'avais beaucoup d'amis imaginaires. Ouais. Et ton frère, lui, ton petit frère, pareil, c'était la même... Alors, on a 6 ans et demi d'écart. Ah oui, donc, on a, quand il est arrivé, ma vie avait déjà beaucoup changé parce que mes parents trimballaient un enfant, c'était facile, mais 2, il a fallu être un peu plus stable. Donc, il n'a pas connu finalement ce que toi, tu as connu. Non, bah après, il a quand même grandi dans un paysage très, très artistique, mais pas ballotté comme moi je l'ai été. Et donc, lui, c'est rigolo parce que il nous a fait un espèce de coming out. Alors, on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'il allait nous dire. Il fait, bah voilà, je suis pas comme vous. Moi, je suis pas artiste. Je suis pas artiste. Je ferai pas comme vous. Bon, d'accord. Et donc, lui, il fait quoi maintenant ? Bah, lui, il est sportif. Dans ma famille, de toute façon, tout le monde est soit artiste, soit sportif. Donc, lui, il a dans choisi. Le sport, voilà. Il s'est retrouvé dans une autre partie de la famille. Voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Capucine pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le prix de la jeunesse pour l'égalité avec les nouveaux lauréats en 2023. Mais oui, puisque la remise des prix a eu lieu il y a quelques jours. Alors ce prix, qu'est-ce que c'est ? Il a été créé en fait par l'Observatoire des inégalités en 2012 et le but c'est de sensibiliser les jeunes aux inégalités donc et aux discriminations. 10e édition cette année, combien de participants ? 3500 et c'est un record. 1000 productions reçues, parmi lesquelles 38 ont été récompensées. Alors pourquoi des productions ? Parce qu'en fait il s'agit des règles du concours. Les participants doivent réaliser en équipe une affiche ou une vidéo. Et cette année, le thème, c'était changer les règles du jeu. C'est un peu comme un Citéco. Alors, thème très inspirant. Vous avez quelques exemples sur les 38 lauréats ? Mais bien sûr. Par exemple, regardez cette affiche réalisée par des lycéens de Bordeaux. Ils ont proposé cette affiche donc, pour dénoncer les inégalités hommes-femmes. Donc, elle a reçu le premier prix dans la catégorie affiche chez les 11-15 ans. Et puis, prix pour l'égalité. L'égalité, ça va jusqu'au bout puisqu'il y a des premiers ex-aequo. Ah bah c'est chouette. Voilà, donc c'est très très chouette. Donc, cette affiche aussi a gagné le premier prix. C'est une affiche qui représente le jeu des 7 familles proposée par des élèves de CM2 d'une école marseillaise, donc des familles où chacun est différent, contrairement aux caractéristiques communes de chaque famille que l'on croise dans les règles, dans le jeu en général. Là, il y a un chrétien, un musulman, un vieux, un jeune, enfin bref, montrer que peu importe les différences, nous faisons partie de la même famille, l'humanité. Et le communiqué émanant du ministère des Finances et de la Transition numérique, notamment, n'ose pas ou quasiment pas employer le mot de métavers. Il y a même un astérisque en pied de page de ce communiqué de presse. Le mot, je vous le dis, le mot métavers est encore soumis à discussion dans le débat public. Cette consultation sera aussi l'occasion de s'interroger sur sa pertinence. Ça veut dire quoi, Xavier et Olivia, que métavers est devenu un gros mot ? Alors, c'est pas devenu un gros mot. Le problème, c'est que pendant la période, quand en 2021, Facebook est devenu Meta et s'est approprié, pas approprié, mais s'est emparé du sujet métavers et a donné sa version du métavers, automatiquement, au fur et à mesure en fait, des mois, c'est devenu quelque chose de négatif. Il y a eu des amalgames. La presse a dit beaucoup de choses à droite et à gauche qui n'étaient pas forcément vraies. Il y a eu une confusion en fait, dans les termes et dans la réalité propre du métavers. Donc, nous, au sein du CNXR, c'est un sujet qui nous, bien sûr, qui nous touche parce que le métavers, c'est
c'est un élément qui fait partie pour nous de l'AXR, mais ça ne le représente pas complètement, attention. Donc nous, c'est vraiment l'AXR, c'est vraiment quelque chose d'individuel et de différent. Le métavers, c'est vrai qu'il a une certaine utilisation, par exemple en Corée pour la partie administrative, pour permettre aux gens de faciliter, de minimiser ce temps administratif. En Asie, par exemple, ils n'ont pas du tout la même dotation en termes de Wi-Fi, en termes de hardware, donc il y a beaucoup plus, c'est mieux intégré dans les usages, un petit peu moins en France et en Europe. Donc c'est vrai que cet amalgame, cette confusion d'informations autour du métavers a fait que le public est devenu un peu très méfiant à ce niveau-là, et on doit, je pense, et on pense, rétablir la communication et ce que ça comporte réellement le terme métavers, notamment pour le secteur de l'AXR, même si, encore une fois, 60% des sociétés veulent, sur le territoire, partir vers le métavers. C'est-à-dire qu'on sort de la classe, les élèves sont en dehors de la classe, mais ils sont tout de même en cours, en classe. Est-ce qu'au début, c'est dur à faire comprendre? Est-ce que c'est pas un peu le boxon, pour rester poli, au début? Alors, ça nécessite quelques ajustements, faut être clair. Il y a effectivement cette notion de on est dehors, donc souvent on a un peu tendance à penser que c'est libre. On fait un peu ce qu'on veut, c'est la cour de récréation. Voilà. Voilà. Donc ça demande quelques ajustements, ça demande quelques rituels à mettre en place. Ces rituels sont nécessaires pour les élèves, de savoir à quel moment on fait telle ou telle chose. Mathéo a parlé de l'anglais, par exemple. C'est un rituel qu'on met en place au cours de la marche. On prévoit un temps assez bref, 5 minutes à peu près, où sur un thème, on leur demande, avec un ou deux camarades, de se parler en anglais. Donc au début, c'est se poser des questions pour savoir où il vit, le nombre de frères et sœurs, des choses comme ça, et on le fait en anglais. Voilà, on met en place des rituels. Il y a quelques jours, plusieurs élèves de première STMG ont relevé le défi de la transition énergétique qui est proposé par Citeco en participant à l'exposition Énergie So What. Alors se sent-il concerné? Réponse en images. C'est quelque chose quand même qui nous concerne et on doit quand même s'en préoccuper au moins un minimum. En vrai, avant, je m'étais pas vachement intéressé avant la STMG. C'est bien ce qui se passe, mais je sais pas faire attention. En fait, il y a la crise économique et écologique, mais en fait, les deux sont un peu liés maintenant, du coup. Vu qu'on est jeune, ça nous touche encore plus, vu que nous, on va encore vivre longtemps. On voit bien qu'on est dépendant des autres et que en fait, c'est un problème qui est commun. Non seulement il y a un lien avec les programmes scolaires, et c'est ça qui est intéressant, il y a un lien avec l'actualité, et je trouve que c'est bien fait parce que c'est clair. Ça rend le truc ludique. C'est attractif, il y a des choses à faire, c'est pas juste une visite où on nous parle comme ça. Déjà sur tablette comme ça, et on peut rajouter, on dirait un peu ce qu'on veut, un jeu vidéo, et c'est sympa. S'ils font pas le lien aujourd'hui, ils vont le faire demain, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et l'enseignement, c'est aussi ça, c'est-à-dire leur développer l'esprit critique, et ce genre de visite permet de se dire, bon, allez, ok, maintenant, je vais écouter différemment ce qu'on va me dire. Merci aux élèves et aux professeurs de l'ensemble scolaire Assomption Sainte-Clotilde à Bordeaux qui ont accepté de répondre devant les caméras. Merci aussi à nos journalistes, Emma Frary et Dylan Koller pour ces images. Ils ont tout compris ? Oui, ça fait plaisir de voir les jeunes réagir, parce qu'on fait ce genre d'exposition pour ces publics-là, donc c'est important que ça résonne. Xavier, vous disiez oui, c'est littéralement aujourd'hui que ça joue, mais en fait on est déjà en train d'opérer cette mutation. Oui, la mutation a déjà commencé. Ce sont effectivement les ressources qui manquent. Lorsqu'on cherche à recruter, c'est compliqué de trouver des profils encore disponibles. Donc ça, c'est une première chose. Mais en amont de cela, il faut que des jeunes puissent effectivement s'orienter vers des formations et que ces formations déjà existent également sur le terrain. Et là, c'est là où, par rapport à l'éducation nationale, il y a encore un pas à franchir pour que tout ça se mette en place, que ça ne fasse plus peur, que ça soit vulgarisé et puis que ce soit un commun partageable par tous, parce que demain, des métiers nouveaux vont voir le jour. Il ne faut pas effectivement avoir cette crainte, un peu comme la robotisation des usines à une époque. Loin de là, c'est un peu le même processus. On est dans une amplification, mais une amplification au service de l'homme, et c'est ça que l'on met en valeur chez Omar par nos recrutements, avec la recherche de talents sur nos développements. Donc ça, ce que l'on vit chez Omar, Olivia et puis tous nos confrères le vivent également, c'est trouver les talents et qui se font de plus en plus rares actuellement.
Quelle différence entre la saison 1 et la saison 2? Et surtout, est-ce que vous avez des exemples concrets d'élèves, parce qu'on parle de décrocheurs, qui ont retrouvé le chemin? Ben, on peut déjà regarder le nombre d'élèves qui ont poursuivi pour nous un seconde professionnel. Donc dans l'orientation, c'est vrai qu'il y a des indicateurs, il faut regarder les chiffres. Et là, on a à peu près 70% des élèves qui ont poursuivi un seconde professionnel. Donc pour nous, c'est une réussite. Et ils poursuivent dans le même établissement chez nous. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et surtout, on a des jeunes qui se projettent dans des études un peu plus longues, le bac pro et pourquoi pas voir le BTS derrière. Donc quand on voit qu'on a des réactions comme celle-ci, on peut dire que c'est quelque chose de positif pour notre expérimentation. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre, si nombreux. Merci à tous pour vos messages. Vous nous écrivez, on vous répond. Surtout Loïc Landreau qui adore ça, toujours. Chaque lundi, ce sera la même vanne. En fait, chaque lundi, je fais les mêmes vannes tout le temps. Et vous aussi. Vous savez que ça commence à marcher, oui. Parce que petit à petit, je passe de 1 à 2 à 3 messages. Peut-être un jour 10, qui sait? Oh là là. Oh là là. Oh là là, je vais être submergé. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. À la réalisation, c'est Alice Pitavi. Au son, c'est Angélie Mazia. Maquillage, Colline Hamel. Et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à toute l'équipe. Très belle soirée à tous. Ciao.